Merci beaucoup Sophie pour avoir animé ce premier temps-là et d'avoir accepté avec beaucoup de patience d'être celle qui prend ce rôle-là du début. Euh, Nous sommes actuellement 133 ordinateurs connectés, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes que 133, mais beaucoup plus. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce meeting depuis un fauteuil. Nous sommes ici pendant 1 heure et demie avec la team Rousseau pour échanger et discuter autour de la campagne. N'hésitez pas à un moment donné, dans le chat, sur les poser vos questions ici, à préciser justement quand vous êtes plusieurs, combien vous êtes, afin que nous puissions savoir exactement combien il y avait de personnes aujourd'hui. Et ça nous fera un petit challenge pour savoir le nombre de personnes que nous aurons à inviter demain, puisque même heure, même endroit, nous avons un deuxième meeting dans un fauteuil demain. Et nous ne parlerons pas tout à fait des mêmes choses, pas de la même façon, ça ne sera forcément pas les mêmes questions. Donc, n'hésitez pas à vous connecter aussi demain. Comme nous avons 4 piliers dans la campagne de Sandrine, on va beaucoup rester sur les 2 premiers piliers qui sont radicalité environnementale et nouveau contrat social pour ce soir. Et puis, on verra les 2 autres piliers plutôt demain. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous verrez, il y a, comme vous l'a expliqué Sophie, dans le chat ou dans le clavardage, poser vos questions ici. Et c'est en fait ici qu'il faut poser vos questions. Si vous les posez ailleurs, a priori, elles n'arriveront pas jusqu'à moi. Pour vous redire un petit peu comment va se passer la soirée, donc nous allons vous présenter 2 des 3 porte-paroles qui seront avec nous ce soir, donc à savoir Solène Ducretot et Thomas Porte. Mélissa Camara sera là demain. Donc, si vous voulez voir les 3 porte-paroles, vous savez où est-ce qu'il faut que vous soyez demain à partir de 21h. Puis, nous allons échanger avec Sandrine. Je lui poserai quelques questions. Elle aura un temps pour développer des réponses en plus de 250 caractères et elle pourra prendre le temps un petit peu de vous dire ce qu'elle a à vous dire. Et ça tombe bien, elle a des choses à dire. Et ensuite, certaines des questions qui seront posées là-dedans, poser vos questions ici. Je me permettrai d'aller vous donner la parole à chaque fois pour que Sandrine puisse répondre à vos questions. On va donc brancher le micro et la caméra de Solène Ducretot, si la technique veut bien s'occuper de ça, afin que Solène puisse à la fois évidemment se présenter et nous expliquer pour quelles raisons est-ce qu'elle a décidé de rejoindre la campagne de Sandrine Rousseau et puisqu'elle est porte-parole, quelle parole est-ce que tu viens porter ici, Solène? Bonsoir et merci de nous consacrer du temps. C'est précieux le temps. Bonsoir Solène. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Solène Ducretot, je suis militante écoféministe et je ne viens pas du milieu de la politique. Je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. J'aide les associations, les ONG à communiquer sur leurs actions de terrain. Et en parallèle, j'ai donc monté une association, une première association qui s'appelle Les Engraineuses et avec lequel on a monté le festival Après la pluie, qui, il y a 2-3 ans, était le tout premier festival écoféministe de France. Et de tout ça est née une nouvelle graine, tout récemment, une association qui s'appelle Les Volontaires et qui est une association de sensibilisation, d'action et de prospective écoféministe. Voilà. Et pourquoi j'ai accepté le rôle de porte-parole pour Sandrine Rousseau alors, au lieu de vous faire un long discours, je voulais vous montrer une image. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Voilà. Alors, cette personne, c'était moi quand j'avais 15 ans. Et en fait, quand je regarde cette image-là, ce qui me choque, c'est que, bon, déjà, j'ai les cheveux roux, j'ai une frange, j'ai une tête de bébé, mais bon, ça, voilà. C'est surtout qu'à cette époque-là, quand j'avais 15-17 ans, on ne nous parlait absolument pas d'écologie.
on ne nous parlait pas de féminisme. On n'y connaissait pas grand-chose à la culture queer, LGBT, voilà. Et en fait, quand je regarde cette image-là, je ne peux pas m'empêcher de faire un comparatif avec les jeunes d'aujourd'hui, avec tous ces jeunes-là qui militent pour les Fridays for Futures, qui sont dans la rue sur toutes les marches pour nous toutes, voilà, qui se mobilisent vraiment et qui ont une culture, en fait, une déconstruction qui est tellement plus impressionnante que nous, ou en tout cas, moi, ma génération à cette époque-là, je trouve. Et je trouve ça hyper impressionnant. Et en même temps, moi, ça me fait un peu culpabiliser parce que je me dis, bon, déjà, quelque part, j'ai participé au fait de détruire la planète. Voilà, parce que le fait de prendre conscience un peu sur le tard de tout ce que c'est l'écologie, de tous ces schémas de domination, bah, voilà, il faut le temps au temps. Et puis en plus, parce que je me dis, waouh, si j'avais eu cette prise de conscience plus tôt, peut-être tout ce que j'aurais pu faire, après avec des si on refait le monde, mais voilà, je me dis quelque part, est-ce que j'ai pas un peu perdu du temps? Et pour boucler un peu la boucle, si j'ai accepté de rejoindre la campagne de Sandrine, c'est notamment parce que, en fait, cette campagne-là, elle me permet de faire un peu, comment dire, une fusion entre cette adolescente que j'étais, qui était un peu innocente, qui connaissait en rien, mais qui pensait pouvoir tout faire dans le monde un peu comme on voulait, euh, avec la militante adulte que je suis aujourd'hui. Et parce que cette campagne, elle me donne des étoiles dans les yeux. Et c'est ce qui me motive en fait à faire une connexion avec l'enfant que j'étais à tous mes combats militants d'aujourd'hui et qui me donne la force en fait de pouvoir le faire et de me dire que je ne suis pas toute seule et qu'on va aider tous ces jeunes-là qui ont tout un avenir encore à construire et tous ceux qui sont aussi de ma génération et toutes celles qui sont des générations un peu plus âgées aussi et de se dire qu'ensemble, on peut peut-être y arriver. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un peu du mal à me dire quand je suis fière d'un truc que j'ai fait. Et ce soir, j'ose sortir un peu de ma zone de confort et j'ose dire que je suis fière. Je suis fière d'être là, ici, de faire partie de cette campagne. Et puis, de voir tous les gens qu'il y a autour et qui constituent cette campagne, qui constituent ce joli floranigramme. Et en fait, je vous propose aussi de vous rappeler, vous, à quoi vous ressembliez, ce que vous aviez dans la tête quand vous aviez 15 ans, 17 ans, et réaliser le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mesurer ce chemin, parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui sont là ici, que vous fassiez partie de l'équipe déjà, ou que vous fassiez partie des curieux, ou des personnes qui ont encore des doutes, je pense que si vous êtes là, connectés, c'est que, comme moi, vous avez tous et toutes pris conscience des enjeux auxquels on va devoir faire face à l'avenir. Et toutes ces années qu'on va devoir, sur lesquelles on va devoir, enfin voilà, il y a du travail à faire. Et en fait, rien que pour ça, je pense qu'on peut toutes et tous être fiers d'avoir fait cette prise de conscience et de se retrouver ici ensemble pour imaginer un potentiel avenir futur qui soit meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Solène. Tu nous disais, puisqu'on a jusqu'à 21h10 avec toi, il est 21h09, tu nous disais que cette campagne te donnait des étoiles dans les yeux. Est-ce que tu aurais un exemple ou une idée ou un souvenir ou quelque chose, la première chose qui te vient justement pour illustrer ce que tu vis dans cette campagne ou ce que tu as vu et qui t'a particulièrement marqué? Oui, je peux parler de la première, enfin du moment en fait où Sandrine m'a proposé de devenir porte-parole. Je m'y attendais pas du tout. Bien évidemment, la première chose que j'ai dit, c'est mais pourquoi moi?
Et surtout, j'ai tout de suite été honnête et j'ai dit que je ne faisais pas partie du milieu politique et que j'ai un petit handicap qui n'est pas un handicap, hein, mais qui est un trouble. Mais voilà, il se trouve que je suis dyslexique. Et dans la vie de tous les jours, ça peut poser parfois des petits soucis ou voilà, il faut juste en fait savoir faire les choses différemment, parfois prendre un peu plus de temps que prévu pour faire certaines choses. Ça peut être un atout dans plein d'autres choses, hein. Je peux en parler pendant des heures de ça, mais voilà. Et dans le milieu politique, en fait, la dyslexie, c'est pas encore méga gagné, quoi. Surtout sur toutes les questions médias. Être capable de répondre au tac sur plein de sujets, sur plein de chiffres aussi. Il se trouve que moi, je suis dyscalculique et dysorthographique. Donc, effectivement, sur mes posts dans les réseaux sociaux, il va y avoir des fautes d'orthographe. Quand on me demande des chiffres, c'est souvent des mauvais chiffres que je donne. Et en fait, Sandrine et Amandine, toutes les deux, m'ont dit sans hésiter que c'était justement ça qu'elles portaient dans la campagne et que c'était la valorisation en fait de profils comme moi qui pouvaient être un peu différents, qui pouvaient aussi mettre en place des choses différentes, qui étaient intéressants et qui étaient aussi à valoriser. Donc, ça m'a à la fois rassurée sur à quoi ressemblait l'équipe, sur les valeurs qui étaient portées en interne aussi, parce que c'est quelque chose qui moi, me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire qu'avoir une candidate qui se revendique écoféministe, c'est chouette. On en a vu plusieurs qui commençaient timidement à afficher le mot dans les campagnes, dans les dernières élections. Et surtout, ce qui me faisait peur, c'est que ça devienne un espèce de hashtag à la mode, mais que derrière, en creusant, on se rende compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et me rendre compte que, en fait, ces valeurs-là étaient portées d'abord en interne, c'est moi aussi ce qui m'a convaincue. De voir qu'il y a un vrai socle solide, en fait, sur ce travail de déconstruction de tous les schémas de domination. En fait, on le ressent dans l'équipe, on le ressent dans toutes les graines. Et c'est ce qui a achevé de me convaincre de rejoindre cette fois l'aventure. Merci beaucoup, Solène. Vous êtes à l'heure actuelle 144 ordinateurs connectés. Si jamais vous avez si jamais vous êtes plusieurs derrière votre écran, n'hésitez pas dans le chat ou le bavardage, là où il y a écrit « Posez votre question ici », à venir dire que vous êtes 2, 5, 10, 100, 1000 derrière un ordinateur. Merci beaucoup Solène Ducretot qui est toujours la porte-parole une des 3 porte-paroles de la campagne de Sandrine Rousseau. Tu as parlé à un moment donné de floranigramme, un petit point juste pour vous dire que donc, nous ne sommes pas organisés en organigramme, c'est-à-dire avec la tête en haut qui pense et puis les jambes en bas qui courent derrière comme elles peuvent, et quelque chose de très descendant, mais en floranigramme, c'est-à-dire en forme de fleurs, où il y a différents pétales qui sont regroupés en fonction des thématiques et des urgences de la campagne, et avec au centre, et non pas en haut, à la fois Sandrine Rousseau, mais aussi tous les étamines, comme dans n'importe quelle fleur, et Solène Ducretot en est une. Et je vous présente notre deuxième étamine, Thomas Porte. Bonsoir. Je te poserai les mêmes questions qu'à Solène. Donc, de te présenter un petit peu, de savoir quelles sont les thématiques dont tu vas porter la parole et pourquoi est-ce que tu as souhaité rejoindre la campagne de Sandrine. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas de photo comme Solène, mais je pense que j'y penserai demain, parce que c'était une belle idée de se présenter. Moi, pour me présenter rapidement, je suis engagé dans le mouvement Génération, dont je suis le porte-parole national, mandat qui a été mis entre parenthèses le temps de la campagne. Et dans la vie professionnelle, je suis un cheminot en disponibilité et j'exerce aujourd'hui le métier de directeur des opérations de la Confédération nationale du logement, qui est la première association de défense des habitantes et des habitants. Si j'ai accepté de rejoindre la campagne de Sandrine, c'est qu'elle porte et elle incarne ce qui m'a toujours fait en politique et sur ce que je me suis toujours battu, c'est-à-dire à la fois une écologie radicale,
au regard de la gravité de la situation, et une question sociale qu'elle met au même niveau que les questions écolo. Et ça, c'est pour moi très important. Et on voit depuis le début de la primaire que Sandrine, elle porte un discours qui est à contre-courant, qui clive, mais qui apporte de vraies perspectives et de vrais horizons et qui intéresse les gens. Et si on a autant de retombées médiatiques, s'il y a autant, y compris de polémiques, c'est parce que son discours, il interpelle dans une période où il y a beaucoup de discours qui se ressemblent, où on essaye de contenter tout le monde et de faire croire qu'on pourra changer la société sans fâcher quelques personnes ou sans avoir des décisions radicales. Mais justement, c'est le courage qu'a Sandrine, c'est de dire que demain, si on veut changer de modèle, si on veut livrer une planète qui est durable, vivable pour nos enfants, si on veut sortir des logiques mortifères qui font que dans des entreprises, on a des écarts de salaire de 1 à 50, où on a des gens qui crèvent de faim, quand les 40 patrons les plus riches de France vont toucher 5 millions d'euros à peu près en 2021, il faudra prendre des décisions courageuses, il faudra assumer de tenir tête aux lobbies, aux multinationales et aux GAFAM. Et c'est pour ça que je me retrouve dans cette campagne de Sandrine, c'est qu'elle porte non pas sur la responsabilité des individus et sur les comportements individuels, et je le dis souvent, si on veut ouvrir le robinet et contrôler l'eau quand on se brosse les dents, si on veut trier les déchets, c'est très important, il faut le faire. Mais le système actuel, libéral ou capitaliste, quel que soit le mot qu'on y met derrière, il a tendance à mettre le focus sur les comportements individuels pour ne pas remettre en cause le modèle dans lequel on évolue, qui est celui de l'accumulation des richesses, qui est celui de la prédation, qui est celui du saccage de la planète, du saccage environnemental, du saccage des vies humaines, avec la perte de sens au travail, avec des conditions de vie inhumaines, avec les animaux qui ne sont pas pris en compte, qui sont maltraités dans les abattoirs. Et il faudra aller à l'affrontement pour porter ces logiques-là et mettre un coup d'arrêt à un système qui nous mine. Et c'est aussi véritablement ce point d'achoppement qui aujourd'hui crée des tensions et qui fait qu'il y a contre nous beaucoup de voix qui se dressent à la droite, à l'extrême droite, parce qu'on remet en cause le privilège de quelques-uns. Et moi, quand on me demande pourquoi Sandrine Rousseau, parce que je dis, c'est l'écologie des gens contre l'écologie de quelques-uns. C'est l'écologie de l'intérêt général contre les lobbies. C'est l'écologie qui protège contre les fausses décisions qui font croire qu'en améliorant quelques points à droite et à gauche, on va sauver, alors que nous avons besoin, par exemple, de sortir des pesticides. Sandrine le rappelle souvent dans les 5 prochaines années. Nous avons besoin de plus de transport public, plus de services publics. Nous avons besoin d'une autre politique européenne. Nous avons besoin de redonner du sens à ce qu'on appelle les métiers du care. Nous avons besoin de revaloriser les salaires de celles et ceux qui ont tenu le pays debout pendant plusieurs mois et qui sont aujourd'hui les grands oubliés. Et on parle, si on lit, et je termine là-dessus parce que j'ai déjà parlé beaucoup, sur écologie et justice sociale, c'est qu'on sait que celles et ceux qui subissent les inégalités sont celles et ceux qui subissent de plein fouet aujourd'hui le réchauffement climatique. Oxfam le dit très bien, 10% des citoyens les plus riches de l'Union européenne produisent quasiment 25% de CO2, et c'est les personnes dans les quartiers populaires, c'est les femmes seules, c'est les personnes précaires dans des logements qui ne sont pas isolés, qui subissent de plein fouet ce réchauffement climatique avec toutes les maladies qui en suivent, avec tous les drames humains qu'on connaît. Et on a eu quand même, on sort d'un été absolument catastrophique, où on a eu de l'eau partout en Belgique et en Allemagne, on a eu la terre qui a cramé à des endroits divers et variés, et ça se rapproche de plus en plus, et on voit que non, il n'y a pas le temps aujourd'hui de réfléchir, de contenter les uns et les autres, de s'accommoder avec différents intérêts particuliers. La priorité d'une présidente de la République, c'est de protéger ses citoyennes et ses citoyens, et c'est de prendre des décisions concrètes pour faire en sorte que demain, on sorte du modèle dans lequel on est une planète vivable, on ait des salaires décents, et chacune et chacun ait une place dans la société, soit respecté. Et enfin, je termine sur une dernière chose. Si j'ai aussi accepté d'être porte-parole de Sandrine, c'est que cette campagne, elle accepte de porter le fer contre l'extrême droite. Et on en a eu un exemple très concret il y a 2 jours. Elle a mené un interview qui n'était pas évident, hein, un exercice face à Sonia Mabrouk, qui avait annoncé depuis quelques jours qu'elle allait, entre guillemets, se payer la candidate écolo. Et on a vu qu'il y avait une hauteur de prise de parole, qu'il y avait une sérénité et un calme. Face aux attaques violentes, il y a eu toujours une réponse avec des arguments posés, avec une stature de quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à gouverner ce pays, qui a une équipe autour d'elle. D'ailleurs, je salue le travail qui est fait par les gens qui sont tous bénévoles dans notre équipe. Et c'est aussi la particularité par rapport aux autres candidates et aux candidats qui ont d'autres moyens, ce qui fait aussi la richesse de notre équipe, ce qui fait que c'est parfois difficile, mais on fait avec et on avance collectivement parce qu'on est avec un seul objectif, faire gagner Sandrine pour changer la vie des gens. Et je crois que c'est ça qui doit nous animer jusqu'au bout. Et il faudra après voir comment on construit un rassemblement. Et Sandrine a les capacités aujourd'hui de construire autour d'elle des gens du Parti socialiste, de la France insoumise, du Parti communiste français, des citoyennes et des citoyens qui nous regardent avec attention
qui aujourd'hui écoutent ce que dit Sandrine, lisent ses propositions et se disent qu'enfin, dans ce monde aseptisé, on a quelqu'un qui a le courage politique d'assumer, de prendre des décisions radicales. Et la radicalité, ce n'est pas un gros mot, c'est du courage politique, c'est des convictions et c'est de prioriser l'intérêt général. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Tu parlais des questions d'extrême droite. Voilà, si aussi l'organisation de ce Zoom ce soir est un peu particulière, c'est effectivement parce que nous savons que nous sommes regardés, que nous sommes écrits, et c'est pour ça qu'on a rajouté pas mal d'endroits de sécurité. Il nous manque donc une troisième porte-parole. Alors, je vais en une phrase essayer de vous présenter très rapidement Mélissa Camara, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là parce qu'elle est à Toulouse en débat public, justement pour la campagne de Sandrine Rousseau. Voilà, Mélissa est adhérente ELV, elle fait partie des jeunes représentants de sa génération et donc elle est en tant qu'écologiste vraiment très très spécialisée sur les questions environnementales et qui sont très en phase avec le terrain lillois, puisqu'elle est sur ELV Nord-Pas-de-Calais. Voilà pour Mélissa, mais voilà, que vous pourrez découvrir un peu plus amplement demain. Je vais vous parler, grâce certainement à un petit visuel qui va arriver, de pourquoi aussi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sommes à l'intérieur des primaires de l'écologie politique. C'est-à-dire que pour pouvoir donner votre avis et pour pouvoir voter, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire aux primaires en votant, en vous inscrivant voilà, sur le www.lesécologistes.fr, et ceci avant le 12 septembre. Tout le monde à partir de 16 ans peut s'inscrire, que vous soyez adhérent ou pas. Si vous êtes adhérent d'un des partis du pôle écolo, de Génération.s comme Thomas, de ELV comme Mélissa, ou d'aucun parti comme Solène, il vous faudra vous inscrire quoi qu'il arrive. La participation est à 2 €. Le vote coûte dans l'organisation technique à peu près 5 € d'après le trésorier de ELV, l'ancien trésorier de ELV, quand on a choisi de le mettre à 2 €. Voilà, c'est une participation pour une partie des frais. Vous avez jusqu'au 12 pour vous inscrire. Le 12, le corps électoral est fixé. Il est fixé donc par un prestataire extérieur et indépendant qui va s'occuper de ça. Et vous pourrez voter du 16 au 19 pour votre candidate préférée sur les 5 au choix. Le mode de scrutin a été calqué sur la présidentielle, puisque c'est une primaire des présidentielles, donc un scrutin uninominal à 2 tours, et donc le deuxième tour aura lieu du 25 au 28. Attention, sur le dernier jour, le vote se finit assez tôt. Voilà, le vote est ouvert plusieurs jours puisqu'il se fera de façon dématérialisée, donc ça vous laisse le temps de voter. N'oubliez pas de voter, hein. En gros, vous votez le 16 et le 25, comme ça, c'est fait. Et si vous voulez absolument attendre le dernier moment, renseignez-vous sur quand est-ce que c'est le dernier moment. Le point évidemment le plus important, c'est que si nous souhaitons que les questions de l'écologie radicale et de ce nouveau contrat social dont on va parler tout à l'heure, enfin à l'instant avec Sandrine Rousseau, gagne, eh bien il faut s'inscrire et faire inscrire en masse. Vous avez encore une dizaine de jours pour, 10 jours pile, tout pile, pour pouvoir faire inscrire plein de gens, le plus de gens possible à la primaire. C'est aussi une question d'avoir des vagues comme ça successives d'intérêt pour l'écologie politique. Et là maintenant, nous devons lancer la première vague. Vous devez lancer la première vague. Merci beaucoup pour ce superbe visuel qui a été fait. Je vous le donne une petite exclue dans la journée par notre équipe super efficace et hyper pro qui a mis les bouchées doubles pour pouvoir tout tester et vous accueillir le plus convenablement possible. Et puis maintenant, comme dans n'importe quel meeting, le chauffeur de salle vous dit et maintenant celle que vous attendez tous et toutes, et pour qui vous êtes venus dans votre canapé et que vous êtes venus écouter ce soir, Sandrine Rousseau. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir. Je vois des salles pleines, je vois derrière l'écran plein de gens. Yes! Bon, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Alors, merci beaucoup pour ces introductions. Merci beaucoup à Solène et Thomas d'avoir dit ces mots. C'était des mots enfin, touchants même. Voilà. Peut-être que je vais commencer par vous décrire un petit peu. Et avant de lancer la valse des questions, parce que c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, mais déjà un peu vous décrire quel est mon projet, même si je commence à l'avoir dit un peu partout dans tous les médias, etc. Mais voilà, pour le repréciser. La première des choses, c'est de faire un constat et ne jamais perdre de vue ce constat. C'est que nous avons 5 ans pour agir. Donc en fait, on ne peut pas reculer, on ne peut pas attendre, on ne peut pas infléchir. On a 5 ans. 5 ans, c'est le GIEC qui le dit. Le GIEC dit qu'en fait, en 10 ans, il nous faut vraiment infléchir considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour avoir des politiques publiques qui sont efficaces en 10 ans, en fait, on a 5 ans pour agir. Donc en fait, ce mandat est crucial. Ce mandat à l'Élysée est absolument crucial. Et quelque part, on n'a plus le temps et on n'a plus le luxe même de se permettre d'avoir un président de la République qui préfère parler d'écran plat plutôt que d'écologie, qui préfère parler de McFly et Carlito plutôt que d'inégalité sociale. Et donc, ça, c'est le premier constat, vraiment. Et oui, c'est pas facile à entendre. Et en même temps, quand on est écologiste, on l'entend depuis très longtemps, mais là, on est au pied du mur. Et quelque part, c'est aussi notre chance. C'est-à-dire que cette chance-là, eh bien, c'est que nous, tous ici, toutes ici, et au-delà de cet écran, évidemment, eh bien, il est de notre responsabilité de changer le cours des choses et le cours de l'histoire. Et que finalement, c'est entre nos mains que ça se passe. Et quelque part, on a la maîtrise de ce processus. Si on se mobilise, si on s'organise, on peut réellement modifier notre trajectoire et faire en sorte de regarder l'avenir de manière plus sereine. Pour cela, il y a deux choses. C'est un, accepter que l'écologie politique qui va être portée soit une écologie radicale. C'est-à-dire que en 2030, il nous faut avoir diminué de 80% nos émissions de CO2. Ça veut dire pour ça que l'on doit revoir complètement notre système de consommation et notre système de production. Il nous faut accumuler moins de biens et par contre beaucoup plus de liens et faire en sorte surtout que l'on investisse massivement dans des temps, dans des consommations même, mais qui ne dépensent pas de CO2. Typiquement la culture, typiquement le sport, typiquement le prendre soin, typiquement la santé, typiquement l'enseignement et l'éducation, la formation continue tout au long de la vie, les liens associatifs, bref, le tourisme de proximité, tous ces secteurs-là qui en fait sont très intensifs en emplois locaux et non délocalisables, eh bien tous ces secteurs-là doivent être absolument priorisés par rapport à tout ce qui concerne l'accumulation et notamment l'accumulation de biens. Donc finalement, c'est une société réjouissante, c'est une société d'émancipation qu'on construit. Parce que depuis des années, on a oublié quelque chose de tout à fait fondamental, qui est que la consommation ne nous libère pas, la consommation ne nous délivre pas et la consommation ne nous donne pas de statut social. Avoir tel ou tel objet ne devrait jamais nous donner un statut social. Par contre, participer avec les gens à de la création, à des activités, faire en sorte que l'éducation soit au cœur de notre système, eh bien finalement c'est ça qui crée l'émancipation et c'est ça qui crée le vivre ensemble. Et donc articuler cette transformation écologique indispensable au deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est une transformation sociale radicale. Nous avons absolument besoin d'une société qui protège. Nous ne pouvons pas rester dans la société qui fait des économies sur les APL des plus précaires. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il faille culpabiliser des chômeurs pour les obliger à trouver un emploi. Ça, c'est le monde d'avant. Ça n'a jamais été le nôtre, mais c'est le monde d'avant. Maintenant, il nous faut construire une société où, au contraire, on fait confiance aux personnes, où on fait un revenu d'existence qui permet à chacun et chacune de ne pas tomber dans la très grande pauvreté. On fait un ensemble de services publics qui fait que, où que vous habitiez sur le territoire, eh bien, vous ayez accès, à un véritable service de santé, à de véritables services de transport et même à une justice et à un ensemble de services publics dont on a absolument besoin.
Transformer notre société, c'est aussi assumer le fait qu'il nous faut nous interroger sur la structure de cette société et notamment sur la structure du pouvoir et la structure de la domination. On ne peut pas transformer notre société, même en faisant un revenu d'existence, si on n'arrête pas le contrôle au faciès et si on ne dit pas à tous les jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, leur lieu d'habitation, que oui, ils ont leur place dans notre société. Oui, vous avez votre place dans notre société. Parce que ça ne se discute pas en fait. Parce que vous êtes là et que donc vous êtes parmi nous, avec nous, égaux à nous. Et inclus dans notre société. Et ça passe par un ensemble de mesures à la fois symboliques et fortes. Et ça passe surtout par réaffirmer des valeurs de gauche. Et c'est le troisième point sur lequel je vais terminer pour laisser vraiment le plus de place aux questions, mais vous dire que je pense que la situation dans laquelle se trouve la gauche aujourd'hui en France est une situation plutôt dégradée. Nous sommes dans les sondages à peu près à 25. Et je crois que si nous avons un chiffre aussi bas, c'est parce que nous avons laissé nos valeurs, nous n'osons plus affirmer nos valeurs. Et pour moi, cette présidentielle va être une présidentielle de valeurs, plus qu'une présidentielle de mesures, enfin de somme de mesures. Ça va être une présidentielle où il va falloir réaffirmer ce qui nous fonde, ce qui nous anime, ce qui fait en sorte que l'on se lève le matin. Et ce qui fait que l'on se lève le matin, eh bien, c'est le fait que l'on aime la solidarité plutôt que la concurrence, que l'on aime le partage plutôt que l'accumulation, le fait qu'on respecte chacun et chacune quel qu'il soit, le fait que, la nature a une valeur en soi et que ça n'est pas juste une ressource productive que l'on peut prendre, utiliser et jeter. Et ce qui nous fait lever le matin, c'est le respect de tous et toutes et de la sortie de ce système de prédation et d'utilisation rapide. J'ai parlé de société de souillure, mais je pense que nous sommes dans une société de souillure où nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Ça nous fait lever le matin. Ça fait un projet politique et ça permet de transformer radicalement notre société. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut faire. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, ce qui se présente, ça n'est pas une question d'une élection comme une autre. Aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Donc il nous faut reconquérir la bataille culturelle. Il nous faut mener cette bataille culturelle. Il faut aller au bout de nos idées, réaffirmer nos valeurs et faire en sorte que derrière la réaffirmation de ces valeurs se lève tout un peuple, se lève du moins une majorité de ce peuple et que ensemble, on fasse une transformation écologique d'ampleur. Parce qu'on ne peut pas faire de transformation écologique depuis juste des allocations aux 20 heures par un président de la République omniscient et omnipotent. La transformation écologique, c'est nous qui l'avons dans nos mains, tous et toutes, où que l'on soit, et c'est en nous organisant qu'on va la faire. Donc, transformons notre société, profitons de cette urgence climatique, profitons de cette urgence sociale pour en faire quelque chose et pour redessiner ce qui est commun à nous tous. Vraiment, je vous assure que c'est en menant cette bataille de fond que l'on pourra lever l'enthousiasme et l'adhésion à un projet différent. Je vous propose de le faire et je vous propose surtout que l'on soit nombreux et nombreuses à porter ça ensemble parce que je le dis, et ce sera mon dernier mot de conclusion, mais l'Élysée, c'est la maison du peuple. Ça n'est que la maison du peuple. Ça n'est pas un lieu de pouvoir, c'est la maison du peuple. Alors que le peuple s'y réinstalle, que nous la prenions et que nous portions une société de respect, d'inclusion et une société écologique. Merci beaucoup Sandrine. On me chuchote dans l'oreillette qu'il faut que je parle fort et que j'articule, alors je vais essayer de faire ça bien. Beaucoup de questions qui arrivent auprès dans le chat, dans les conversations. Posez votre question ici, ce qui me permettra aussi peut-être de faire quelques points de présentation en même temps qu'il y a ces questions, puisque tu es enseignante-chercheuse à l'Université de Lille en écologie. On a on a beaucoup de questions qui viennent sur le revenu d'existence. Donc, si tu veux bien ça en parler. Et comme donc, tu es enseignante-chercheuse, tu connais bien l'éducation nationale, Isa aura une question sur ce sujet-là. Donc, on va allumer sa caméra et son micro. Et moi, la première question que je voudrais te poser, c'est quelle est l'affiche qui est juste à côté de toi, à ta droite? C'est ça, là? Non, de l'autre côté, celle qui est sur le mur. Ça, là? Ouais. Ça, c'est les différents pays en fonction de leur superficie géographique. C'est-à-dire le nombre de kilomètres carrés qu'ils ont.
Voilà. Et en fait, ça fait un ordre du monde qui est un peu différent de la richesse du PIB ou d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Isa. Et là, j'ai Nelson Mandela, et là, j'ai la force. Alors, la force, c'est le nom de la campagne et de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, Isa. Bonsoir. Donc moi, je suis enseignante. Je travaille avec des élèves en grande difficulté scolaire et donc de milieux sociaux assez défavorisés. Et j'ai un peu de mal avec tout ce qui se passe en même temps en ce moment. J'aimerais savoir comment on peut se sortir de cette situation de l'éducation nationale pour mettre davantage de moyens pour les élèves qui en ont vraiment besoin, plutôt que pour l'élite pour laquelle on travaille toujours et encore et encore. Et pour moi, c'est le début, ça. Bah, c'est une très belle question, surtout que la question de l'éducation, c'est quand même au cœur de mon projet et au cœur de mon programme. Et alors, il y a évidemment une question de moyens et une réaffirmation des moyens. Et une augmentation des moyens surtout, voilà, mis à l'école. On a vu quand même pendant le Covid que les inégalités scolaires avaient explosé, c'est-à-dire que les personnes qui étaient des milieux les plus défavorisés ont eu les conditions d'enseignement les pires depuis 1 an et demi, et que finalement on ne s'est pas tellement interrogé sur ces inégalités scolaires et surtout la conséquence que ça aurait à moyen et long terme. Donc la première des choses, c'est de mettre des moyens, d'investir dans les écoles et les collèges et les lycées, partout en France, public évidemment, et dans les quartiers les plus défavorisés, encore plus qu'ailleurs. Mettre des enseignants, augmenter le nombre d'enseignants. J'avais dit dans ma carte blanche que j'étais la seule candidate à porter une augmentation du nombre de fonctionnaires. Eh bien, je le redis ici, oui, il nous faut augmenter le nombre de fonctionnaires. Moi, j'aime énormément les modèles d'écoles qui sont issus des pays du Nord, où il y a des formes de déjà la sélection se fait très tardivement et surtout il y a des pédagogies qui permettent d'apprendre à vivre ensemble et de développer des compétences fondamentales avant d'apprendre à lire, écrire, compter. Et en fait, ces modèles-là permettent de diminuer les inégalités sociales, ce que ne permet pas complètement notre modèle à nous, même si c'est une école républicaine et ouverte. Et donc, il nous faut aussi revoir l'organisation de ces enseignements. Et puis, il y a quelque chose autour de la carte scolaire aussi à travailler, puisqu'on sait qu'il y a une fuite enfin, il y a une ségrégation spatiale des élèves, et il y a une fuite vers le privé pour les élèves les plus en difficulté. Donc, réhabiliter l'école, faire en sorte qu'il y ait une égalité, non pas des chances, mais une égalité de réussite, et que l'on se donne les moyens de cette égalité de réussite. Eh bien, ça passe par de l'investissement, mais surtout une volonté politique d'y aller et de ne pas faire ce qu'on fait actuellement, d'aggraver la situation et de parler d'écran plat, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Comme on l'a dit, tu es économiste. Est-ce que tu peux nous parler de ce revenu d'existence et de voilà, comment ça marche et comment tu vois ça pour l'instant? Donc le revenu d'existence, j'ai pas parlé aussi de partage du temps de travail, mais les revenus d'existence, l'idée est de mettre un seuil à 850 euros. 850 euros de revenus d'existence, mais qui serait adossé à un certain nombre de droits et de services. Typiquement, par exemple, l'eau, qui, dans les premiers mètres cubes, devrait être gratuite. Et ensuite, bah, si vous lavez votre voiture avec de l'eau potable, eh bien, vous devez payer très cher cette eau, puisque finalement, vous gaspillez un bien commun. Donc, 850 euros, c'est un socle financier, mais il y a des droits type l'eau, l'énergie et le logement qui permettent d'augmenter et d'assurer l'inclusion de ces personnes. 850 euros, c'est sans condition et c'est dès 18 ans. Et c'est une première étape vers un revenu totalement universel qui consisterait à verser 850 euros à tout le monde. Mais en fait, au moins commençons par cela et après étendons-le largement. Ce coût-là, enfin après, je peux parler du coût que ça représente, c'est 150 euros, 150 milliards d'euros le coût d'un tel revenu qui est financé de deux manières. La première par le socle du RSA qui aujourd'hui est à la moitié de ça, donc ce qui nous permet déjà de couvrir la moitié des dépenses. Et ensuite par un projet de fiscalité, puisque ça a un double avantage en fait de faire de la fiscalité et de financer là-dessus. Ça permet aux revenus les plus riches, enfin ça permet de diminuer
diminuer l'échelle des inégalités. Et les revenus les plus riches, les foyers les plus riches sont aujourd'hui ceux qui émettent le plus de carbone. Et donc, ça permet aussi de diminuer les émissions de carbone des ménages qui ont le plus d'actifs financiers et qui ont les plus hauts revenus. Voilà. Donc, en fait, le revenu d'existence, c'est pour ça que je dis que c'est la première mesure que je prendrai. Parce que je pense que c'est une mesure indispensable pour rassurer les personnes sur le fait qu'on n'oublie pas les plus vulnérables au moment de faire notre transformation écologique. Et puis, c'est surtout une manière de resserrer considérablement l'échelle des inégalités et c'est indispensable pour la transformation écologique. Très bien, merci beaucoup. Et on a vu que c'est un premier palier et que, voilà, on verra certainement que tu ne proposes pas de faire table rase complètement. On va peut-être parler de renverser la table, mais en tout cas, voilà, après d'y aller progressivement dans les changements de la société et que peut-être, comme disait Pierre Camille, une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air. On a Benjamin Cadra qui va, puisqu'on est dans les questions économiques, te poser des questions sur la réduction du temps de travail, qui sera aussi quelque chose qui va avec le nouveau contrat social. Bonsoir. Du coup, j'avais une question donc, sur la réduction du temps de travail et surtout sur ses modalités. Après, sur le principe, j'y suis entièrement favorable. Et par exemple, justement, comment va se passer concrètement la semaine de 4 jours? Est-ce que ce sera un jour travaillé en moins dans la semaine? Est-ce que ce sera des jours de congé en plus dans l'année? Et si par exemple, si c'est un jour de fixe dans la semaine, est-ce qu'il y a un jour qui sera le même pour tout le monde ou est-ce que, par exemple, ça sera, par exemple, au choix des personnes? Alors, je ne vais pas rentrer dans les modalités les plus précises parce qu'il faut quand même laisser un tout petit peu de place à la négociation avec les organisations syndicales et patronales là-dessus. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que la réduction du temps de travail ne fonctionne en termes de partage du travail que si il y a une rupture franche dans l'organisation du travail par rapport à ce qui se faisait avant. Le défaut qu'on a eu dans les 35 heures, c'est qu'en fait, il y a eu quelques minutes de moins qui étaient travaillées par jour, mais que ça ne changeait pas fondamentalement l'organisation du travail. C'est pour ça que moi, je suis favorable à la semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'on libère une journée, ce qui permet d'embaucher une autre personne pour remplacer sur la journée. Cette semaine de 4 jours, est-ce que c'est un jour fixe? Est-ce que c'est un jour dans la semaine? Ça, je vous propose qu'on en discute lors des conventions collectives, une fois que j'aurai, dans les conventions collectives, une fois que j'aurai gagné l'Élysée. Mais en tous les cas, pour que ça ait un impact vraiment en termes de réduction du chômage et de partage du temps de travail, c'est mieux de faire une journée, ce qui permet aussi de retrouver du temps pour soi. Et en fait, c'est un peu aussi ça l'objet de la réduction du temps de travail. Merci Par Sandrine. ailleurs, il y a des études qui montrent que la semaine de 4 jours permettrait de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Sandrine. Et puis merci beaucoup à Benjamin. Une autre question qui nous vient du groupe qui a gagné le challenge d'être le plus nombreux possible. Et donc, c'est la ville de Frontignan qui est la championne de France ce soir. Bonsoir à Sylvain et à toute son équipe qui va avoir une question sur du local au national. Et quelle jonction faire entre les deux? Sylvain, je te laisse... ou quelqu'un de l'équipe de Frontignan, je vous laisse poser cette question. Bon, je ne sais pas si on est les plus nombreux ou les plus nombreuses. En tous les cas, on est une vingtaine et on est super heureux de vous voir tous et toutes. Donc, la première question, c'était du groupe, c'était Ville en transition, collective, coopérative. Comment les mobiliser en fait dans un mouvement national organisé dans le cadre de la transition écologique? Alors ça, j'en ai discuté longuement avec les collectifs citoyens à Marseille, parce que visiblement, avec Emmanuel Macron, on n'a pas rencontré les mêmes personnes. À Marseille, j'y étais il y a quelques jours, mais on n'a pas du tout rencontré les mêmes personnes. Et celles que j'ai rencontrées, en tous les cas, m'ont été des personnes absolument incroyables, et notamment parmi les collectifs citoyens qui se battent et qui vraiment font un travail, mais qui mérite tout notre respect et qui s'adresse à des pouvoirs publics qui, certes, ne sont plus défaillants, mais qui quand même l'ont été pendant très longtemps.
Et on se disait dans la discussion avec ces collectifs citoyens que un des sujets importants, ce serait dans la réforme démocratique de donner du poids à ces collectifs citoyens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent avoir une place et une reconnaissance par les collectivités territoriales, la mairie et même l'État pour permettre au moins une contractualisation évidemment des financements, mais aussi une forme de reconnaissance juridique de leur action. Et en faisant cela, eh bien, je pense que parce que pour sillonner la France, le nombre de collectifs citoyens qui existent partout est conséquent. Et vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent partout en France. Et en fait, si on arrivait à s'appuyer sur ces collectifs partout sur le territoire, à amplifier leurs actions, à faire en sorte qu'ils se mettent en réseau, eh bien, quelque part, on aurait déjà résolu une partie de la question de la transformation écologique parce que ces collectifs inventent déjà des solutions. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune place, ils n'ont aucune reconnaissance, ou très peu, juste celle de râler de temps en temps, et ça ne va pas. Et moi, je veux en tous les cas une transformation qui parte du terrain, c'est-à-dire que autant l'État doit être stratège, c'est-à-dire qu'il doit donner le cadre et les objectifs, mais je pense que la transition écologique de Franche-Comté, c'est pas la même que celle de Marseille, c'est pas la même que celle du Limousin, et donc on doit s'adapter au territoire et laisser en fait les habitants de ces territoires la possibilité de s'organiser pour mener cette transformation jusqu'au bout. Et faisons-leur confiance. Et vu l'énergie que je vois partout, je suis très sûre que ça peut être des locomotives et que ça rendra beaucoup plus acceptable toute mesure importante. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les reposer. De toute façon, si on n'a pas le temps de les voir ce soir, puisque on essaye de respecter les horaires. Donc, on a dit que ça durait de 21h à 22h30. Et donc, voilà, à 22h29, j'aurai voilà, le dur moment de devoir couper la séance, mais on répondra aux questions après, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site à l'aide du FAQ. Frédéric nous dit qu'elle n'a pas de questions, mais qu'elle est juste émue. Et je voulais bien que peut-être tu nous parles de ça, de cette façon de faire de la politique autrement, de faire de la politique avec des émotions, et pour faire le lien aussi avec Marseille, par exemple. Je pense que la politique enfin, en fait, la manière de faire de la politique pose autant de problèmes que les mesures qui sont prises. Et on l'a vu là, durant ce mandat-là, on a une espèce de politique désincarnée et une politique sans émotion, sans sensibilité. Et finalement, ben, cette manière-là de faire de la politique, on l'a connue depuis des années. Et je crois que ça participe du fait qu'on ne croit plus les hommes politiques et les représentants politiques. Je pense que ça participe du fait qu'on ne se reconnaisse plus en eux. Et cette absence d'empathie, cette absence de sensibilité est en fait un très grand problème dans l'exercice du pouvoir. Et ce que je vous propose, c'est de retrouver aussi le sens de cette sensibilité et d'affirmer que oui, j'ai une sensibilité, oui, j'ai une empathie, oui, enfin voilà, je suis émue quand je rencontre des gens, oui, voilà, je suis enthousiaste aussi, je passe par toutes les émotions et que finalement, c'est absolument indispensable d'être connecté à ces émotions-là pour pouvoir gouverner sereinement. Et c'est aussi ça que ma candidature porte de différence, c'est d'assumer cette sensibilité et de l'assumer comme étant une force, en disant que ça, parce que je pense que ça le fait, et ça me permet d'être en lien avec les personnes et pas d'être surplombante vis-à-vis d'elles. Et je crois qu'on a besoin d'une présidence de la République en lien avec les personnes et pas surplombante. Voilà. Très bien, on passe à une nouvelle question. Ce sera pour Olivier Lestan. Donc, il faut que je laisse un peu de temps à l'équipe technique, puisque j'ai oublié de les prévenir avant pour qu'ils puissent le retrouver parmi les 143 qui sont connectés. Et c'est sur la question de la prédation et du capitalisme. Je crois que c'est un terme, le terme de prédation, qui est très présent dans la campagne depuis peu, et grâce à toi. Et voilà, à toi, Olivier. Peut-être qu'avant que Olivier ne se connecte, j'ai oublié de dire sur la question précédente sur la sensibilité, c'est aussi une manière d'appréhender certes les autres humains, mais les non-humains aussi, les êtres vivants non-humains.
Et je pense que ça nous permet de sortir d'une vision trop rationnelle, pour le coup, par exemple de l'élevage, par exemple de l'agriculture, par exemple de la gestion des ressources naturelles, pour passer à un respect des animaux dans les élevages et même de diminuer au maximum le nombre d'élevages, de reconnaître parmi la nature un être vivant, certes non humain, mais un ensemble d'êtres vivants, et que c'est aussi ça la sensibilité en politique. D'accord, on va donc passer à Corinne Acherio qui a une question sur la santé publique. On passe d'un sujet à l'autre ce soir. Olivier, du coup, il pose pas sa question? Alors Olivier, là, a On dû l'a perdu? certainement a eu un petit temps d'indisponibilité juste à ce moment-là. Bonsoir, c'est à moi du coup. C'est ça, merci Corinne. Bonsoir Sandrine et bonsoir à tous. Alors d'abord, juste en préambule, bravo parce que moi j'avais dit la politique plus jamais. Donc vraiment bravo parce que c'est vraiment un exploit. Je reviens d'assez loin sur le dégoût des politiques en règle générale. Je viens du PS et ensuite je viens de Génération. Donc les valeurs sont inchangées, mais les méthodes ont fait que j'avais dit plus jamais. Et là, vraiment, je regarde tout ça avec un intérêt et une réelle sympathie, Sandrine, vraiment. Merci pour ça. Donc, moi, je suis infirmière, très engagée sur la question de la santé publique, complètement convaincue, bien sûr, de la question écologique. Et j'avoue que c'est assez récent, parce que ce n'était pas mon éducation politique au départ, mais c'est fait. Mais que la question hospitalière, la question de la santé publique est tellement abîmée, tellement en souffrance et tellement difficile aujourd'hui. Être soignant, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, physiquement, mais surtout psychiquement et surtout éthiquement. C'est très, très dur. Donc voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça, Sandrine, quelle est votre vision des choses et comment est-ce que vous pensez aborder cette question notamment de la santé publique, mais notamment de la question de l'hôpital public. Merci beaucoup. Alors, sur la santé, ben oui, déjà merci aux soignants quand même de s'être mobilisés et aux soignantes de s'être mobilisés pendant toute cette période du Covid, et merci à elles et eux aussi d'avoir assuré ce qui n'était pas le soin direct, mais l'entretien des hôpitaux, l'entretien des malades, la gestion des déchets des hôpitaux, enfin tout ce qui a fonctionné en fait pendant cette période Covid et qui est passé assez inaperçu. Oui, l'hôpital public va mal. L'hôpital public allait mal avant la crise du Covid, et ça s'est évidemment exacerbé pendant la crise du Covid. Et celui qui a mis le coup le principal à l'hôpital s'appelle Jean Castex, puisque c'est lui qui a mis en place la tarification à l'acte. Et la tarification à l'acte dans l'hôpital, c'est quelque chose qui peut paraître un peu administratif, mais qui en fait transforme les hôpitaux en des espèces de boutiques d'actes médicaux. Et je l'ai affirmé déjà, mais je le redis là, je pense qu'une des priorités, c'est de revenir à une dotation globale des hôpitaux, avec certes des contrats d'objectifs et de moyens, mais des dotations globales, sortir de la tarification à l'acte, revoir aussi l'organisation de l'hôpital et notamment les temps de travail au sein de ces hôpitaux, revaloriser évidemment les salaires et notamment des personnes les plus précaires à l'hôpital. Et puis, réaffirmer que l'hôpital public et la santé publique doivent être présents partout sur le territoire. Et on l'a vu aussi durant cette période, il y a des territoires, et notamment ruraux, ou défavorisés en banlieue parisienne, par exemple, qui ont été trop éloignés du soin pendant toute cette période-là. Donc, la politique de santé publique que je porte, c'est une politique déjà de santé publique. Il n'y a pas de soutien au privé, du moins pas plus et plutôt moins que ce qu'il y a actuellement. Mais par contre, une revisite assez profonde du rôle de l'hôpital, de ses missions, le développement de maisons de soins et de maisons médicales pour désengorger l'hôpital aussi
des urgences, une revalorisation des salaires les plus faibles, une réorganisation du travail et puis un investissement public sur l'ensemble du territoire. Ça fait partie des services publics donc, que je veux augmenter. Je pense que là, depuis maintenant les années 80, à toute élection présidentielle, on parle de diminution du nombre de fonctionnaires. Je le redis, non seulement il faut les augmenter, mais ça fait partie de la transformation écologique que l'on doit mener. Oui, on doit avoir un hôpital en bonne santé. Oui, on doit respecter les personnes qui y travaillent. Et oui, on doit reconnaître que les conditions de travail se sont considérablement dégradées ces dernières années. Merci beaucoup, puisque on parle des conditions qui se dégradent ces dernières années et d'aller vers plus de tranquillité. Un autre sujet qui là est beaucoup d'actualité et qui a beaucoup réveillé certaines personnes sur certains réseaux sociaux. Marion avait une question sur les réfugiés et peut-être pendant qu'elle allume son micro et sa caméra, je te propose aussi peut-être de revenir sur cette séquence-là et voilà, sur la question afghane et sur comment est-ce qu'on... voilà, ce que tu proposes vraiment et pas les caricatures que l'on peut en donner dans une certaine presse. La question afghane, elle révèle les faiblesses de la France et surtout elle révèle l'ampleur du terrain qui a été conquis par l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire accueillons les Afghans et les Afghanes qui s'opposent aux talibans, et même s'ils ne s'opposent pas aux talibans, mais au moins que les Afghans et les Afghanes qui ont peur des talibans. On ne peut plus dire ça sans avoir en face une inquiétude puissante sur le risque terroriste. Mais en fait, et dans cette émission, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que la priorité, c'est absolument de sauver ces personnes. On est vraiment en dessous de tout sur le rapatriement des Afghans et des Afghanes, puisqu'on en a rapatrié 2 fois moins que l'Angleterre, 2 fois moins que l'Allemagne. Vous vous souvenez, au moment du Brexit, l'essentiel des débats en Angleterre, c'était l'immigration. Et dans l'immigration aussi la question terroriste, puisque Londres a connu plusieurs attentats. Et pour autant, l'Angleterre s'est engagée là à rapatrier 14 000 personnes quand nous n'en avons rapatrié que 2 800. C'est-à-dire qu'en fait, on en a rapatrié beaucoup moins que la Grande-Bretagne, alors même qu'on a les mêmes appréhensions les mêmes appréhensions sociales sur l'accueil de ces personnes. Mais l'Angleterre n'a pas perdu de vue ce que nous avons perdu de vue, c'est que nous sommes un pays d'accueil des personnes qui sont opprimées, qui risquent la guerre et qui risquent la mort. Et dans ces personnes qui se massaient à l'aéroport, eh bien, il y avait certes des personnes qui avaient aidé les forces alliées et qui donc avaient de droit la protection que nous leur devions, mais il y avait aussi plein de civils et plein de femmes notamment qui craignaient juste d'être fusillées à l'instant même où les talibans allaient rentrer chez eux ou chez elles. Et finalement, cette crainte, elle était justifiée puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple, il y avait un poète célèbre en Afghanistan qui, avec un simple instrument de musique, récitait ses poèmes et les talibans sont rentrés chez lui et l'ont fusillé d'une balle dans la tête. Eh bien, je dis que la France n'est pas à la hauteur de son histoire, n'est pas à la hauteur de sa constitution et n'est pas à la hauteur des accords internationaux qu'elle a signés si nous n'acceptons pas les Afghans sur notre territoire. Et si la crainte est que parmi les milliers d'Afghans et d'Afghanes que l'on recueille, eh bien, il y ait 1, 2 ou 3 personnes qui peuvent être dangereuses. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, on a les services de sécurité qui nous permettent de gérer ces personnes. Mais nous ne pouvons pas, au nom de cette peur de 2 ou 3 personnes, laisser des milliers de personnes mourir là-bas. Et que si l'on fait ça, eh bien alors, on a perdu notre boussole et on a perdu l'essentiel de ce qui fait notre société et qui sont nos valeurs de solidarité et d'accueil. Et c'est ça que j'ai voulu dire, et je le redis ici, les Afghans et les Afghanes doivent être accueillis en France, parce que là-bas, ils risquent simplement leur vie. Voilà. Très bien, Solène parlait tout à l'heure de dyslexie, donc ce n'est pas Marion, mais Marwan qui avait une question, donc je crois qu'on t'a branché ton micro
et Oui, caméra. Voilà. Et tu pourras poser est-ce ta que vous question. m'entendez? On t'entend très bien. Super. Merci de me laisser poser cette question qui me touche parce que ça va faire 6-7 ans que j'accompagne des réfugiés syriens et syriennes. Et ce que je constate, c'est que tout le monde veut s'insérer, travailler, parler, etc. Et à chaque fois, il y a le blocage de la langue, le français. Et beaucoup d'associations aujourd'hui, justement, essayent de pallier. Mais je voulais savoir si demain tu es présidente, Sandrine, comment est-ce que tu faciliteras l'accès au français et la lutte contre l'analphabétisme, autant aux nouveaux réfugiés qu'à des personnes qui sont en France depuis longtemps et qui souhaitent apprendre le français, même à des âges à 60 ans. Merci. Ben, ça fait partie des domaines que l'on a délégués aux associations, alors qu'en fait, c'est un domaine qui devrait être de l'action publique, c'est-à-dire faire du français langues étrangères et accueillir les personnes et leur permettre, parce que quand on ne parle pas français en France, ben, on ne peut pas s'insérer correctement, et donc faire ce socle de connaissances et notamment d'apprentissage du français qui est indispensable, ça doit être un service public. Alors nous, on le fait par exemple à l'Université de Lille, dont je suis vice-présidente, mais aujourd'hui ça ne répond pas du tout à l'ampleur de la demande évidemment, et ce sont des associations qui se débrouillent, et parfois même avec des retraités, des bénévoles, ce qui peut être bien dans l'absolu, mais ce qui révèle aussi surtout une forme de manque de moyens de ces associations pour accompagner. Donc si on veut revoir la politique d'immigration, eh bien une des questions, ce sont les conditions d'accueil de ces personnes en France, et pas juste qu'on les laisse se débrouiller en France. Et dans le panier d'accueil, eh bien, il nous faut évidemment des cours de français langues étrangères. Mais tout ça, ça coûte cher. Ça coûte pas beaucoup plus cher que de laisser aujourd'hui la situation telle qu'elle est, où on emploie quand même des policiers tous les matins à des horaires de nuit, donc probablement à des salaires augmentés pour aller donner des coups de canif dans des tentes où il y a des enfants et où il y a des femmes et des personnes qui sont juste là pour essayer de réussir leur vie. Enfin, je veux dire, voilà, je crois que ça coûte pas beaucoup plus cher que des dizaines de cartes de CRS. Et en tous les cas, je peux parler de l'expérience de l'Université de Lille, où c'est la première université en France à avoir accueilli des migrants à l'époque de la jungle de Calais, pour leur donner des équivalences de diplômes et leur permettre d'avoir des diplômes. Et ce programme a malheureusement, enfin, la préfecture a arrêté les financements l'année dernière, mais nous avons décidé de le continuer. Et ce que je peux dire de ce programme, c'est que finalement, il n'a pas coûté si cher que ça, il a même coûté très peu cher. Et par contre, il a permis à des personnes de s'insérer complètement dans la société. Et beaucoup ont des emplois aujourd'hui et donc en fait payent des impôts pour la France et remboursent très largement le coût que ça a été de les accueillir à l'université. Donc il ne faut pas avoir de vision à court terme là-dessus, et au contraire que les personnes puissent s'insérer, payer des impôts est le meilleur gage du fait qu'on doit investir sur elles. Et comme le dit Violaine Schwartz dans son magnifique roman qui s'appelle Papier, et pendant ce temps-là, les oiseaux volent, volent, petit rappel technique, si vous voulez poser une question, vous allez dans le chat ou bavardage, bavarder, et vous envoyez votre question à poser vos questions ici. Et c'est le seul endroit où vous pourrez, où votre question sera écoutée. On passe maintenant à Xavier, si on peut, sur une question autour de l'agriculture, et notamment de l'agriculture intensive. Oui, bonsoir. Je pense que ma caméra ne marche pas, mais j'espère que le son fonctionne. On t'entend très bien. On vous a vu apparaître tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc, ma question, elle porte sur la végétalisation de l'alimentation. Donc, on sait que c'est un impératif climatique qui apparaît dans les rapports régulièrement. On sait aussi qu'elle permettra de réduire les pollutions locales liées à l'élevage et de libérer des surfaces immenses dédiées aujourd'hui à l'alimentation des animaux d'élevage. Ma question, elle est simple, elle peut paraître un petit peu brutale, mais
je vais quand même la formuler ainsi. Aurez-vous le courage politique de porter les transformations nécessaires dans ce domaine de la réduction de l'agriculture animale où de nombreuses résistances existent? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai passé une partie de mon après-midi avec un agriculteur de la FNSEA, un des responsables de la FNSEA, justement sur cette question et sur l'arrêt des pesticides et des intrants chimiques. Autant vous dire que nous ne sommes pas arrivés à un accord à la fin, mais que quand même on a réussi à discuter. Et en tous les cas, j'ai réaffirmé, et donc je le réaffirme ici, que oui, il nous faudra diminuer les élevages, le nombre d'animaux en élevage. Et qu'en fait, c'est même pas discutable puisque c'est une des principales sources d'émissions de carbone et que par ailleurs, c'est une des principales sources de mal-être animal. Donc en fait, voilà, ça fait partie des choses qui ne se discutent pas. Ce qui peut par contre se discuter, c'est la manière dont on y arrive, quel est l'accompagnement que l'on fait de ces éleveurs et comment on accompagne la transformation aussi alimentaire des personnes pour leur permettre de manger plus végétarien ou du moins beaucoup plus de végétal et moins de protéines animales. Sur les engrais, c'est pareil. On doit sortir des engrais en 5 ans. On est dans une situation qui est critique en France puisque le nombre d'engrais utilisés ne cesse d'augmenter et les engrais ne disparaissent pas. Ils peuvent être lessivés par les sols et se retrouver dans les cours d'eau et la mer et ça donne des invasions d'algues comme on en voit par exemple en Bretagne. Ou alors ils peuvent être stockés dans le sol. C'est par exemple le cas du chlordécone en Guadeloupe et Martinique, mais c'est aussi le cas du cuivre, par exemple, dans les sols français. Et donc, cette accumulation génère une toxicité pour la biodiversité des sols, et notamment les vers de terre. Et j'ai l'habitude de dire, et je le redis ici, qu'on ne peut pas se passer des vers de terre. S'il n'y a plus de vers de terre, nous ne pouvons plus manger, donc nous n'existons plus. Et on ne peut pas négocier avec un ver de terre. Enfin, j'ai essayé, hein, mais c'est pas extrêmement simple en fait. Il ne négocie pas. Donc, la seule possibilité que l'on a, c'est de négocier avec des agriculteurs pour faire en sorte que la transformation soit la plus accompagnée possible et la plus indolore possible pour eux. Mais par contre, l'objectif ne peut pas diverger. Et en l'occurrence, il est de sortir des pesticides et de sortir d'une alimentation aussi carnée qu'on l'a aujourd'hui, voilà, en 5 ans. Merci Sandrine, puisque on est sur ces questions, comme le disait notre précédent auditeur, sur la question de la radicalité. On continue là-dessus et Christian aussi avait une question sur comment voilà, gagner une primaire alors qu'on est radical. Est-ce que Christian, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un fervent partisan de tout ce que dit Sandrine. La radicalité, dans le cadre de ELV, on a mis en place depuis, du moins, une certaine tendance de cette radicalité depuis une dizaine d'années. Le problème est comment on le fait passer. C'est-à-dire comment on peut gagner la primaire avec tous les principes de la radicalité et tout le programme que tu es en train de mettre en place, Sandrine. Et ça, j'y adhère totalement. Il faut gagner des voix, il faut être au second tour, et puis après le second tour, il faut gagner le premier. Et il faudra gagner le second tour. Donc, comment faire passer ça dans le pôle écolo? Parce qu'effectivement, dans le principe de la radicalité, ça dérange. Et effectivement, il faut changer notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation. Tu l'as très bien dit, et j'adhère totalement à ce que tu dis. C'est quoi le village que tu as derrière? Ah, c'est le village, c'est Muret, dans la Haute-Garonne. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est une vraie... C'est une question de stratégie. Ouais, c'est une question de stratégie politique. Et moi, la stratégie politique que je porte et qui est assez invariable, quel que soit le sujet, c'est la sincérité. Et c'est de dire que, en fait, on peut pas mentir là-dessus. Tu vois? On peut pas être élu sur un mensonge. On peut pas être élu sur une espèce de politique un peu fade et qu'en fait, derrière, on porte des mesures radicales. C'est pas possible. De même que si je porte des mesures radicales, eh bien, il faudra que, une fois élu, je mène ces mesures radicales. Et c'est ce qui fait la cohérence, c'est ce qui renforce aussi la parole politique et la crédibilité. Et ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je prends la parole là-dessus,
je dis deux choses. Je dis oui, ça ne sera pas facile. Et je le pose. Oui, ça ne sera pas facile. Pour vous comme pour moi, où qu'on soit, ce ne sera pas facile comme transformation parce qu'il y aura des efforts à faire. Mais par contre, on aura la satisfaction de l'avoir fait. Et finalement, d'avoir ce discours simple, eh bien, je constate que ça porte énormément. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant, mais merci de le dire comme ça. Merci de dire que oui, ça ne va pas être facile et de ne pas nous vendre un espèce de rêve auquel personne ne veut croire parce que personne n'est dupe, en fait, de cette transformation. Et je pense qu'au contraire, on gagnera l'élection présidentielle en ayant un discours extrêmement clair sur l'ampleur de ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Et en ne minimisant pas les difficultés qui seront sur notre route. Et c'est aussi à cette condition-là qu'il nous faut ou pas faire une alliance à gauche en disant à nos partenaires de gauche, des autres partis de gauche, êtes-vous prêts et prêtes à cela? Êtes-vous prêts et prêtes à sortir des pesticides en 5 ans? Êtes-vous prêts et prêtes à sortir d'une alimentation carnée et des élevages intensifs? Êtes-vous prêts à nous suivre là-dessus? Êtes-vous prêts à diminuer de 80% nos émissions de CO2 d'ici 2030? Eh bien, ceux qui répondront oui, venez et on fait accord. Par contre, si on commence à se dire « Ah ben non, mais là c'est trop extrême et tout ça », ben, je veux dire, aujourd'hui, ce qui nous met en danger, c'est l'inaction, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir encore des boulets aux pieds. Voilà. Merci beaucoup. On a plein de questions dans le chat, notamment celle de Michel, qui porte sur la question de toutes les attaques qu'on peut subir à l'heure actuelle, sur le fait de dire que une blague raciste, c'est d'abord et avant tout une blague et que c'est de l'humour, sur le fait de l'incitation à la haine qui arrive tout le temps et comment est-ce qu'on arrive à combattre ça, comment est-ce qu'on peut faire passer des questions d'inclusion dans notre société. Et moi, plus largement, je te poserai la question, est-ce que tu casses l'ambiance en soirée? Je casse l'ambiance en soirée à fond. J'adore la casser en plus, je vais vous dire. Alors, je suis prête à la casser jusqu'à l'Élysée, c'est pour te dire, les soirées à l'Élysée. Déjà, sur les questions sur comment changer en fait les remarques que l'on se prend et les discriminations permanentes, bah, c'est en affirmant déjà ceci, et l'affirmer comme je vais l'affirmer là maintenant, c'est de dire oui, il y a un racisme systémique en France. Oui. Et le racisme est un délit. Donc par conséquent, ça ne se discute pas en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut nous attaquer à ce racisme. Et il nous faut nous attaquer aux attitudes racistes autant qu'à un racisme structurel dans le monde économique, mais aussi dans le monde parmi les policiers, par exemple, où on a des attitudes qui sont pas le fait des individus forcément, même si certaines personnes sont aussi à condamner de ce point de vue-là, mais globalement quand même, quand on procède à autant de contrôles aux faciès, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien oui, on est dans une attitude qui est raciste, de fait. De fait. Voilà. Et le dire, le poser, c'est poser un acte et dire qu'on veut une autre sécurité, un autre rapport à la police, et une police qui soit gardienne de la paix et non pas gardienne de l'ordre, et pas d'un ordre social. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a aussi auprès des entreprises, par exemple, où aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions très claires si, par exemple, vous sélectionnez les CV et que vous ne prenez pas les CV qui portent des noms maghrébins ou des noms que vous estimez étrangers, alors que la plupart sont évidemment français. Et ça, je pense qu'il nous faut réfléchir à ça, à savoir comment on met la pression pour que ce type de discrimination ne soit plus possible, de même que sur l'accès au logement, etc. Aujourd'hui, les dispositifs qui existent dans le droit français sont manifestement insuffisants. Et donc, il faut les modifier. Et enfin, la dernière chose que je dirais là-dessus, et sur le racisme, c'est que on ne pourra avancer sur la lutte contre les discriminations que si l'on fait ce que l'on a fait sur les femmes. C'est-à-dire que pour évaluer l'ampleur de la discrimination sur les femmes, eh bien, on a fait des statistiques sur les écarts de salaire, sur les écarts de retraite, et on a compté le salaire moyen des femmes, le salaire moyen des hommes, etc., le nombre d'heures de travaux à domicile, etc. Eh bien, il nous faut des statistiques ethniques pour mesurer l'ampleur de la discrimination sur les personnes qui subissent la discrimination.
On a une toute petite question timide, mais qui va totalement dans le sens de ce que tu dis sur les violences policières aussi. Les violences policières, aujourd'hui, non seulement elles existent, elles se sont amplifiées. Et on l'a vu lors des manifestations des Gilets jaunes. Il est anormal que dans un pays démocratique comme le nôtre, il y ait eu autant de blessés à ces manifestations. C'est passé complètement sous les radars. Enfin, on n'en parle plus beaucoup, mais les personnes éborgnées par des LBD dans des manifestations, ce sont des blessures graves. Et il est inimaginable qu'en allant juste manifester, on revienne blessé et blessé à vie. Là-dessus, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur une autre manière d'assurer la sécurité. Je ne vais pas m'étendre sur ces travaux, notamment l'Allemagne, qui ont mis en place une autre manière de gérer ces questions de sécurité. Et puis, dans ce que j'ai dit, il manque encore une chose, c'est que quand un policier ou une policière a une attitude qui est non conforme à la déontologie et non conforme au mandat démocratique qu'on leur donne, hein, puisque la police agit sous mandat démocratique, n'oublions jamais ça, eh bien, il faut que l'IGPN soit en dehors de la police pour que les instructions soient menées de manière indépendante et qu'il n'y ait pas d'interférence dans la manière dont les enquêtes sont menées. Donc c'est ce que je dis aux policiers et policières, c'est que je suis d'accord pour travailler avec vous sur vos conditions d'exercice du métier, vos conditions de travail, etc. Par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'on change de politique de sécurité et que l'on revienne à la base qui est et le maintien de la paix et la pacification des rapports sociaux et l'indépendance des autorités de régulation et d'enquête sur les violences policières. Merci beaucoup Sandrine. Puisqu'il nous reste très peu de temps, je propose aux deux groupes qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire Paris et Montpellier, de choisir une question à nous poser. Et Walid, sinon, nous dit que radical vient du latin radicalis, qui veut dire qu'une écologie radicale, en fait, c'est une écologie qui prend le mal à la racine. Eh bien, soit Paris, soit Montpellier, puisque les autres, visiblement, ne sont pas forcément là, disponibles juste à l'instant. Puis voilà, ce sera les dernières questions. Ensuite, je vous ferai un petit rappel. Bonjour, ici Montpellier. Allô Montpellier. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, on est 14. Donc, moi, j'avais une question sur l'autisme. J'ai déjà posé la question lors d'un échange avec le groupe qui s'occupe des fiches programmatiques. Et sur le handicap et tout ça, moi, je voudrais être sûre que l'autisme soit un peu mieux pris en compte en France, notamment au niveau, bien sûr, des enfants. Il y a encore des parents qui ne trouvent pas de quoi scolariser leurs enfants. Et déjà, bon, les aider aussi, parce que quelquefois, ils doivent déménager, c'est beaucoup de kilomètres pour aller dans un lieu où ils peuvent trouver une place pour leurs enfants. Et qui plus est, quand ces enfants commencent à avoir 14, 15, 16 ans, comment on les, comment on les insère dans la société, etc. Parce que il y a quand ils sont pratiquement adultes, où est-ce qu'on les met, quoi. Voilà. Moi ça me perturbe beaucoup, que j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage. Voilà. Voilà, à toi Sandrine. Alors, l'autisme, comme d'autres handicaps d'ailleurs, moi qui habite Lille, je suis très impressionnée par ce que fait la Belgique là-dessus. Et il y a énormément de Français qui vont en Belgique et qui envoient leurs enfants en Belgique dans des centres spécialisés pour l'autisme ou pour d'autres handicaps et qui poursuivent ces centres à l'état adulte. D'une manière générale, en France, on manque de structures d'accueil bienveillantes, éducatives, émancipatrices
formatrice pour les personnes soit en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées et je mets aussi là-dedans les enfants isolés et les enfants qui ont été séparés de leur famille. Donc là-dessus, c'est aussi une question d'investissement public. Et quand je vous disais que la société écologique que je veux, c'est une société où la santé et où le prendre soin est développé, eh bien, ça fait partie de ces services qu'il nous faut absolument développer et des services de qualité. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout à la hauteur. Je crois qu'on a près de 10 fois moins de places d'accueil pour les enfants autistes en France qu'en Belgique, et la Belgique n'est pas plus riche que nous, donc c'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce que l'on est. Et par ailleurs, et ça, l'IS Loufoque l'explique extrêmement bien, mais en matière de gestion de l'enfance isolée, eh bien c'est pareil, on n'est pas du tout à la hauteur ni de notre réputation, ni de notre richesse. Et les centres d'accueil des enfants sont non seulement des centres où les personnes qui s'occupent des enfants sont extrêmement mal payées, mal reconnues et les diplômes peu reconnus, où il y a des violences à l'intérieur de ces centres et où l'autorité publique n'a pas le droit de regard, n'a pas le droit d'entrer dedans. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait en France, c'est qu'on laisse les plus vulnérables dans des conditions indignes. Et ça fait partie d'une politique écologiste, ça fait partie d'une société écologiste que de réaffirmer que quelle que soit la manière dont on est, eh bien, on a le droit à une place digne et respectée dans la société et donc à des structures d'accueil et d'accompagnement, adultes comme enfants. Puisque tu parlais des plus vulnérables et que la question a été posée à Montpellier, à l'heure actuelle, dans la Team Rousseau, dans l'équipe de la Force, sur la graine Occitanie, si on enlève les personnes racisées et les personnes qui sont considérées comme demandeuses d'emploi, et ben en fait, on n'a plus personne d'autre. Voilà. Donc, c'était aussi pour vous dire que ce sont les plus vulnérables qui sont derrière toi dans cette campagne-là. Et donc, n'hésitez pas à faire www.sandrinerousseau.fr pour rejoindre l'équipe. On a besoin de plein de gens vulnérables pour venir être de plus en plus forts. Mais là, en fait, ce qui ne va pas aujourd'hui, merci de le dire parce que c'est vrai que c'est très fort ça dans l'équipe. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des discriminations et qui sont dans l'équipe et c'est super fort. Mais aujourd'hui, en France, on délègue le fait de s'occuper des personnes vulnérables par des personnes qu'on précarise économiquement. Et en fait, c'est pas possible de cumuler comme ça les difficultés sociales. Et en tous les cas, on n'obtient rien en faisant ça. Donc, une véritable politique du soin, c'est aussi une politique avec des personnes qui y travaillent, qui sont respectées, qui ont des salaires corrects, des contrats de travail corrects. Et oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais dans les financements possibles, on a quand même des sources de financement qui sont aujourd'hui inexploitées. Et de toute façon, on n'a pas tellement de choix. En fait, si on veut une société écologique qui ne soit pas que pour quelques-uns, et si on veut qu'elle soit pour tout le monde, eh bien, il nous faut protéger tout le monde. Très bien, on passe à une nouvelle question de Perrine. Ça a l'air. Oui, donc j'avais une question concernant l'enseignement supérieur et la recherche, puisque la loi de programmation de la recherche a été votée il y a quelques mois en force, et donc contraignant les enseignants-chercheurs à fonctionner de manière toujours plus libérale et compétitive. Je voulais savoir quelle était votre position vis-à-vis justement de ce fonctionnement de la recherche et ce que vous proposez pour elle. Alors, sur la recherche, il y a beaucoup de choses à changer, puisque aujourd'hui, on est vraiment passé sur une logique de concurrence, sur une logique libérale de la recherche, vous l'avez dit, et aussi par les appels à projets, le fait que l'ANR soit l'essentiel du financement de la recherche aujourd'hui et qu'on n'ait pas, de crédit récurrent ou extrêmement peu ou beaucoup trop faible. Et ça, finalement, on subit dans la recherche ce qui s'est passé dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'on est passé d'une tarification à l'acte de recherche quasiment, ou du moins au projet de recherche. Et ça fait partie des choses que l'on doit revoir, évidemment. Et évidemment aussi qu'il y a
sous-jacent, enfin de manière sous-jacente, la question du statut des personnes, puisque outre le fait que ce soit des chaires spécialisées qui certes permettent des salaires plus élevés, etc., mais c'est surtout un renforcement de la précarité, puisque les premières embauches se feront bien plus tard et les premiers contrats à durée indéterminée auront lieu bien plus tard qu'aujourd'hui. Et donc oui, il faut inverser la mise là-dessus, et oui, il faut réaffirmer que la recherche est un bien public et qu'on ne peut pas fonctionner uniquement par appel à projet et qu'il nous faut des crédits récurrents pour la recherche et par laboratoire. Merci beaucoup Sandrine. Il est 22h26. En un tout petit peu moins d'une heure, nous avons abordé une quinzaine de vos questions et une dizaine de vos sujets. Alors, il y a plein de questions qui n'ont pas pu être abordées ce soir. On en aborde d'autres demain. Et sinon, à l'intérieur du site dont je vous ai déjà parlé, www.sandrinerousseau.fr, vous avez le FAQ sur lequel nous allons répondre à toutes vos questions. Sandrine, tu avais levé la main. Et donc, même si visiblement on n'a plus beaucoup de réseau à Lille, on t'écoute. C'est juste pour dire que là, on n'a pas parlé, mais il y a la partie aussi financement. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Pas très très bien. Vas-y, essaye pour voir. Donc, je disais que là, on a parlé des mesures qui coûtaient de l'argent, on n'a pas parlé de celles qui nous permettaient d'en gagner davantage. Mais sachez que dans le programme, on a aussi travaillé la partie financement de ces réformes et que je vous parle et de réduction du temps de travail et de revenus d'existence et d'investissement dans les services publics, on rase pas gratis et on a des mesures et on a travaillé les mesures de financement en face. Mais que simplement, en fait, c'est le changement radical sociétal dont on a besoin. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment travailler sur l'ensemble de ce qui nous permet de faire société. Voilà. Ce qui permet de nous faire société, voilà, ce serait une Ce qui nous bonne permet de faire société. conclusion à notre première soirée de débat. On se retrouve demain avec toi, Sandrine. Il me reste 3 minutes pour pouvoir vous répéter sandrinerousseau.fr, afin de pouvoir rejoindre la campagne. Et puis, grâce au magnifique slide qu'on va me partager à l'instant, l'autre site internet www.lesécologistes.fr, où avant le 12 septembre, vous devez vous inscrire pour à peine 2 € si vous avez plus de 16 ans et faire voter au moins 3 ou 4 personnes au maximum. Vous avez tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables sur lesquels Sandrine est à l'heure actuelle. On remercie d'ailleurs les 5000 followers sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre, outre les comptes de Sandrine, ceux de nos 3 porte-paroles. C'est la slide numéro 2. Et hop, Solène Ducretot, Thomas Porte, et puis demain Mélissa Camara. Voilà, c'est perfectionné et personnalisé d'un soir sur l'autre. Et puis, il me reste juste une petite minute pour vous dire et pour remercier extrêmement chaleureusement les 14 membres de l'équipe de la Force qui ont permis à ce Zoom d'exister, qui ont tout organisé. On a passé des heures en réunion pour essayer de faire en sorte que nous ne soyons pas attaqués par des trolls comme ça a pu déjà être le cas, faire en sorte que vous ayez malgré tout la parole et que vous puissiez discuter. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour le meeting dans un salon. On se retrouve aussi à partir de tout de suite sur tous les réseaux sociaux qui sont à la droite de votre écran pour échanger, converser et parler autour de ça. Et puis, sinon, si vous n'êtes pas trop loin de la région parisienne, le 9 septembre prochain, on se retrouve à Asnières-sur-Seine. Le 12, pour la fin de la campagne, vous venez toute la journée de 10h jusqu'au bout de la nuit à Lille pour fêter la fin de la campagne et faire en sorte qu'on trouve les dernières personnes pour venir s'inscrire.
Et puis sinon, on se retrouve sur sandrinerousseau.fr pour vous abonner à l'infolettre externe ou pour adhérer et faire partie de la campagne. On a besoin de plein de gens pour faire en sorte que voilà, les vagues successives de l'écologie politique viennent de plus en plus. On devait s'arrêter à 22h30, il est 22h30. Donc, je vous dis à très bientôt. Je laisserai le mot de conclusion pour Sandrine et ensuite, on va rester sur le même Zoom donc avec les 14 personnes qui ont organisé et puis Sandrine pour faire un léger débrief. Donc, voilà, dès que Sandrine aura fini, on vous propose de quitter cette réunion et à très bientôt. À demain. Juste merci d'avoir été là et vraiment n'ayons pas peur de changer le monde quoi. N'ayons pas peur d'y aller et n'ayons pas peur de porter des choses qui tranchent, des mots qui tranchent et qui peuvent choquer mais qui finalement sont absolument indispensables à la construction d'un avenir serein. Oui, les temps changent vraiment et avec vous il peut changer fortement. Alors, on y va. À bientôt.